Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Dans cet avant-dernier épisode de la saison, on part à la rencontre du chef Luca Ciancioli. Nous, Maxime et moi, c'est pas notre objectif de rester en ville. Les deux, on adore la campagne, on adore être en nature. Donc ici, c'est juste pour un début de vie professionnelle. Luca est chef copropriétaire avec sa compagne Maxime du restaurant Moccione qui a ouvert ses portes en 2018 dans Villeray. Je l'ai retrouvé un samedi matin dans les premiers jours de l'été pour parler avec lui de son enfance, son plaisir à la destruction, son éducation en main de fer à l'italienne et les secrets de ses deux grands-mères italiennes. Ma grand-mère en Italie, elle fait des artichauts farcis. C'est ses artichauts, c'est la bonne viande hachée, etc. Mais son ingrédient secret, c'est des tranches de fromage Kraft. À la fin de l'émission, Luca va cuisiner un plat vraiment spécial. Âme sensible, s'abstenir. Je détestais. Ça me faisait peur. Moi et mon frère, on est un peu traumatisés par ce qu'on va manger aujourd'hui. Mais avant ça, comme il faisait beau, j'ai eu envie de me promener dans le quartier avec lui pour qu'il me parle de ses projets ainsi que ses débuts en 2011 dans l'émission Les Chefs. Ça, c'est notre campeur. Ah, j'ai pas les clés. Bon, on peut regarder à l'intérieur. On a acheté un Ford Econoline 76 il y a 3 ans et on s'est dit on va conduire jusqu'en Patagonie avec. Là, on était un peu ambitieux. Je pense qu'on se rendait pas compte à quel point ça coûtait cher l'essence. Surtout avec ce vieux camion-là. C'est un 350, ça tire du jus, mais c'est un moteur indestructible. On l'a acheté vieux, on l'a tout strippé à l'intérieur, on l'a retapé. On a mis un lit, on a mis une petite cuisine, je vais te montrer. Mais là, du coup, depuis le restaurant, t'as pas dû prendre la route depuis un petit bout? Oui, une fois de temps en temps. Ouais? Parce que c'est quoi mon trip maintenant? Je vais sur Google Maps et je regarde dans une proximité de 100 km, par exemple, des places où on pourrait se rendre avec le campeur, mais on dirait qu'il y a la paix. Puis là, on se rend, puis petite aventure. C'est cool, non? C'est cool. Vraiment? On s'est logé sur des fermes tout le long. On a fait 1 mois sur une ferme au Vermont. Une ferme de volailles une ferme laitière et de volailles. Et on a tué des poulets, on a traité des vaches. Qu'est-ce que tu penses ça a changé dans ta... Ben, ça m'a convaincu que la ville, c'était temporaire pour moi. Ce qui est paradoxal parce que tu es encore en ville. Oui. Mais tu vois, ce restaurant, c'est un projet tremplin, c'est un projet pilote pour nous. C'est petit, c'est facile à gérer. Bien, facile à gérer. Ça reste un restaurant, c'est pas facile à gérer, mais c'est gérable. Et puis, c'est pour nous amener ailleurs éventuellement. Tu sais, je vois des gens comme Martin Picard qui s'ouvre une cabane à sucre à Mirabel, puis c'est full tout le temps. Mais lui, il a pris le temps de se créer une réputation avant, tu sais, avant de faire un projet où, tu sais, t'assures une clientèle même à une centaine de kilomètres de la ville, tu sais. Fait que je trouve que c'est un modèle qui est difficile au niveau de la quantité de travail que ça prend, mais c'est très intelligent, c'est très long terme de se créer une bonne réputation là où il y a un bassin important de gens et ensuite d'aller ailleurs. Nous, Maxime et moi, c'est pas notre objectif de rester en ville. D'accord. Les deux, on adore la campagne, on adore être en nature. Donc ici, c'est juste pour un début de vie professionnelle. Je pense que c'est plus logique de commencer là où il y a de la business, là où il y a de l'action, où il y a des écoles, il y a une clientèle. Et éventuellement, s'en aller de la ville. Oui, parce que tu donnes l'exemple de Martin Picard, mais dans le fond, c'est comme si tu te voyais peut-être plus tard refiler le bébé un tout petit peu à d'autres personnes, à d'autres équipes. Oui, absolument. Moi, je dis tout le temps aux boys avec qui on travaille que pour l'instant, c'est le projet à Maxime et moi parce qu'on l'a créé, mais moi, j'aime que les gens s'attachent avec nous et j'aime l'idée de grandir. C'est une famille. On se voit tellement souvent, on vit des moments tellement intenses que au final, c'est pas juste à Maxime et moi. Ton rêve, c'est pas grossir finalement, c'est de juste avoir plusieurs localisations, pas nécessairement en ville d'ailleurs. Mon rêve ultime, c'est d'avoir une pizzeria sur le bord de l'eau. Une pizzeria sur le bord de l'eau où on sert juste des bonnes pizzas et des bons cocktails. Du bon vin, je travaille nu-pied. Et voilà, tu sais, je me prépare un feu tous les matins, relax. J'ai la brise de l'océan ou la brise de la mer. J'ai les pieds dans le sable, je fais des pizzas. Moi, ça c'est ultime. Là, tu viens de me montrer ton van. mais il est juste à côté du resto. Fait que j'imagine que tu habites à côté de la vanne aussi. Oui, j'habite en face de la vanne. D'accord. Ah oui, oui. Et que ça veut dire que tu es littéralement à
300 mètres de ton restaurant. Moi, quand je dois aller aux toilettes, je vais chez moi. S'il y a des clients en salle, pour pas gâcher l'expérience des clients, je vais chez moi. Et ça me prend 2 minutes. C'est parfait. Donc là, on est dans une ruelle verte de Villeray. Moi, c'est mes trucs préférés de Villeray, c'est les ruelles vertes. Et puis, il y a une vente de garage. Regarde la belle vaisselle, hein? Ouais, c'est beau. Et l'italien, il est bon au foot ou pas? Je suis obligé de te poser la question, Ben oui. parce que je suis un grand fan de ces émissions-là. Mais toi, tu as participé à beaucoup d'émissions culinaires. 2 émissions. Ben, c'est beaucoup pour moi. C'est pas tout le monde qui participe à 2 émissions. Tu as participé à quoi? J'ai participé au Chef, Ouais. la 2e saison des Chefs, et j'ai participé à Chopped Canada. Chopped Canada, c'est un truc banal, là. N'importe qui peut le faire. En fait, ils te demandent, en application, ils te demandent un CV. Après, ils te font passer une entrevue devant une caméra, puis t'es choisi ou t'es pas choisi. Ils se basent pas sur tes capacités culinaires, ils se basent juste sur ta gueule, puis tu sais, au montage, après, ils t'ajustent. Ça, c'était one-shot deal dans la même journée. Ça, c'était cool quand même, par contre, parce que c'était 2 jours assez intenses, dans le sens où, tu sais, ils payent le train jusqu'à Toronto, là, t'es logé. Et après, tu as une journée de tournage assez intense de 8 h le matin jusqu'à 10 h le soir. Puis si tu gagnes 10 000 $. Paf! Je pense que c'est plus léger, les chefs. C'est plus pour entertainment light. Oui, on s'attache un peu à la question d'un printemps, mais c'est plus des jeunes qui rentrent et qui veulent se démarquer. C'est pas... Malgré ça, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a ouvert la plus belle porte de ma carrière jusqu'à présent. C'est-à-dire... moi, j'étais très jeune quand je l'ai fait, j'avais 19 ans. J'étais très cocky, très arrogant. Et je l'ai fait en me disant, ouais, je suis capable de le faire, mais à 19 ans, t'es clairement pas capable de compétitionner contre des gens qui ont de la vraie expérience. Ouais. Par contre, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a fait rencontrer Normand. Ouais. Et puis, à la fin de l'émission où je me suis fait éliminer, Normand, il m'a approché, il m'a dit, je vais jamais oublier, il m'a dit, tu sais, Lucas, t'es un peu trop jeune pour avoir fait cette émission-là. Par contre, je pense que si tu viens travailler avec nous, un jour, tu seras peut-être bon. Et quand il m'a dit « un jour, tu seras peut-être bon », je me suis dit « merde, OK, c'est bon. Un jour, je serai peut-être bon, puis s'il faut travailler pour lui pour être peut-être bon, mais go, je vais le faire. » Fait que là, 6 mois plus tard, parce qu'il y avait une clause de conflit d'intérêt, il fallait attendre 6 mois avant de travailler pour... ouais, ça c'est une espèce de contrat de 30 pages pour une émission de 1 heure, là, mais en tout cas... Une fois que j'ai appris ça, je me suis dit, bon, c'est sûr qu'il faut aller tenter sa chance. Puis je suis allé au Toqué, j'ai été engagé, ça n'a pas été facile. Travailler pour Charles-Antoine, entre autres. J'ai lu un article hilarant dans la presse, justement, où tu racontais ta première soirée avec Charles-Antoine. Mon Dieu, j'ai tellement des cicatrices, des belles cicatrices partout. Tu peux raconter l'histoire aux gens qui ne la connaissent pas? Au Toqué, comme dans plusieurs restaurants, en fait, on fait souvent une soirée d'essai ou une journée d'essai avant d'être engagé. Et puis, moi, ma soirée, c'était un samedi. J'arrive à 2 h et là, OK, très stressé, grande cuisine, beaucoup de cuisiniers, ça va vite. Rendu à l'heure de service, il faut ouvrir des huîtres. Mais moi, je suis pas super habile avec des huîtres, fait que j'essaye, mais ça va pas bien. C'est lent, c'est pas beau. Charles-Antoine, il voit de loin. Il arrive vers moi et dit « T'es même pas capable d'ouvrir des huîtres puis tu veux travailler ici? Va éplucher des patates à la place. » Fait que ça m'avait piqué un peu mon orgueil. Je suis quand même quelqu'un d'orgueilleux. Je dis « Ah ouais, tu veux que j'épluche des patates? Tu vas voir comment je vais les éplucher vite, tes patates. » Je prends une boîte de patates, je prends l'économe, je m'assois à terre dans le couloir, là, puis j'épluche à une vitesse que j'ai jamais épluchée de ma vie. Je dis « Je vais tellement les éplucher vite que quand je vais lui avoir dit que j'ai fini, il va pas me croire. » Tu sais. Épluche. Je pense que ça a pris 5 minutes d'éplucher 30 kilos de patates. Je dis, regarde, j'ai fini les patates. Il dit, ah ouais? OK, c'est bon, va avec le sous-chef, travaille avec lui. Et il m'avait donné une 2e chance parce que en épluchant les patates, je me disais que, bon, ça y est, c'est fini, là. Même si j'épluche le plus vite possible, il va quand même dire, ça marche pas, rentre chez vous. Je pense que je l'ai un peu impressionné avec la rapidité des patates. Et là, je voulais tellement ces jobs-là que je pense que je saignais des mains, même en épluchant, je m'en foutais, là. Puis là, j'ai passé le reste de la soirée avec le sous-chef. Puis à la fin, ils m'ont dit « OK, c'est bon, regarde, tu peux revenir la semaine prochaine, puis on take it from there. » Fait qu'il a fallu faire un peu l'épreuve, tu sais. Alors moi, les patates puis les huîtres, je m'en souviens. Qu'est-ce qui t'a le plus appris? C'est quoi le truc que tu as le plus appris de Charles-Antoine? C'est absolument la rigueur. C'est du début à la fin, si tu le fais, tu dois le faire bien. Il n'y a pas d'exception. Quand tu comprends pourquoi
tu vois le résultat que ça donne à la fin, c'est ça qui nous démarque. Il disait souvent, la ligne entre bien et excellent, elle est très fine. Et il a raison. Bien, c'est facile. Excellent, c'est pas facile. Ça prend la petite coche de plus. Ça, c'est 100% Charles-Antoine. Puis je vais m'en souvenir toujours. Puis je suis comme ça maintenant. Ou j'essaie le plus d'être comme ça maintenant. Attends, je suis un peu essoufflé. Je t'ai fait beaucoup marcher, hein? Ah, tu me fais beaucoup marcher. Ouais. C'est rare que je parle et je marche en même temps. Ça, c'est tout le vin rouge, si je te jure. Tous les soirs, Maxime, il m'amène... Parce que Maxime, c'est notre sommelier. Ouais. Il m'amène un verre de vin, puis je dis non, Maxime, pas ce soir, mais. Et ouais, mais il reste un fond de bouteille, puis là, ça finit par être. Le fond de bouteille, il est toujours 3-4 verres. Après cette promenade de santé, on est finalement retourné au restaurant pour parler plus tranquillement de ses souvenirs de jeunesse. Lucas a vraiment un don pour raconter les histoires, et c'était un crève-cœur de réduire cet épisode à 30 minutes. Et ses meilleures histoires, il les a toutes vécues avec sa grand-mère maternelle à Montréal-Nord. Ben, moi j'étais surtout élevé par ma grand-mère maternelle, parce que j'ai mes grands-parents en Italie, puis j'avais mes grands-parents maternels ici qui sont décédés maintenant. Fait que j'ai surtout grandi avec ma grand-mère. Elle était couturière. Donc, j'ai appris à faire de la couture très, très, très jeune. À l'âge de 1 ou 2 ans, là, je faisais des chandails puis des pantalons pour mes jouets. Tu sais, j'étais quand même assez habile avec une aiguille puis un fil. C'est très bizarre. Aujourd'hui, je suis capable de réparer... c'est des trous dans les vêtements. Et puis, elle venait d'une ferme. C'était quelqu'un qui venait de la campagne. Et puis, en ville, elle a maintenu cette philosophie de campagne. C'est-à-dire, chez mes grands-parents, dans la cour, il n'y avait que du jardin et de la vigne. Il n'y avait pas de pelouse, il n'y avait pas d'espace de jeu, ou il n'y avait pas... C'était juste un immense jardin, dans le sens assez grand pour s'autosuffire en tomates. Puis dans sa cour, il y avait un four à bois. Faisait retirer les poivrons pour conserver pour l'hiver. Et il y avait des poules. Ils vivaient à Montréal-Nord, mes grands-parents, c'est tellement drôle. Il y avait des poules, il y avait des lapins en liberté dans la cour. T'sais. Puis il y avait comme tout un écosystème dans sa cour. Puis elle habitait dans un duplex collé sur d'autres duplex. Puis je suis sûr que d'une vue aérienne, ça aurait été quasiment choquant. T'sais. C'est quoi cette cour-là avec toutes ces plantes, il y a des animaux, et les autres cours, c'est tout du béton, c'est du gazon. Tu sais. Ouais. Et ta grand-mère, elle était exception dans le quartier ou il y avait pas mal... Il y avait pas mal d'Italiens, tu sais, ils se tiennent tous ensemble. Ouais, mais avec des bêtes quand même, des canards Non, là, on était pas mal original. Là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas d'autres, non. Qu'est-ce qui te faisait triper, toi, à part la couture quand tu étais gamin? Détruire des choses. J'aime encore détruire des choses. J'étais très créatif. J'étais très, très habile avec une scie à un jeune âge. Je coupais des morceaux de bois. Je volais les balais de ma mère. Puis ça, elle pourrait te la raconter. Je volais tous les balais de ma mère. Je les coupais. Tu sais, avant, c'était des balais en bois, là. Bien, il y en a encore, mais des balais et des mops en bois. Je coupais les balais. Et là, je coupais... dans les vélos, il y avait les poignées qu'on pouvait comme enlever un peu. Et là, je mettais les balais que je coupais dans les poignées. Ça faisait des épées. Et là, je faisais des épées pour tous les enfants de ma rue. Et on se battait, tu sais, avec des épées homemade. J'ai même creusé une piscine dans ma cour, chez moi. Un jour, j'ai pris l'initiative de commencer à creuser dans le gazon. Et j'avais fait toute la circonférence de la piscine. Et là, je creusais jusqu'à temps que mon père il rentre à la maison puis il me casse la gueule. Tu sais. C'est marrant que tu définis ça comme de la destruction, alors que pour l'instant, je trouve que c'est assez créatif. Ouais, mais il faut détruire pour créer, peut-être. Je sais pas. Je brisais. Tu détruisais quelque chose pour recréer quelque chose après. Je voulais modifier l'escalier chez nous, fait que j'ai scié l'escalier. J'ai fait une belle ligne droite dans le mur parce que je voulais changer la rampe. J'aimais pas la rampe, mais j'avais quoi? J'avais 3 ans, là. J'avais pas 15 ans, là, tu sais. Puis, mes parents, ils avaient toujours l'œil sur moi parce qu'ils savaient jamais quand est-ce que j'allais me couper un bras ou, tu sais... mais j'étais très destructif. J'aime encore détruire. Ici, là, le plus grand plaisir que j'ai eu ici, c'était de tout détruire. Il faudrait que je te montre des photos d'avant, là. On a arraché des planchers, on a arraché des murs. Il y avait un mur ici, là. Ah, je me suis fait plaisir, là, tout démolir ça. Tu avais l'air d'avoir beaucoup d'énergie. Ouais, j'ai beaucoup d'énergie, sauf quand on marche. Quand on marche, puis je parle, là, je m'évanouis. C'est qui cuisinait chez toi? Ma grand-mère.
Ma grand-mère, absolument. Ma mère, elle est très bonne. Elle est très bonne aussi. Ma mère, elle cuisine très, très bien. Mais l'âme de la cuisine, elle venait de ma grand-mère. Ma grand-mère ici, elle était le noyau familial. C'est elle qui dictait que tous les jeudis, on se rencontrait, tous les dimanches, on se rencontrait. On faisait 2 soupers familiales par semaine. Puis c'est vraiment elle qui était en charge de ça. Quand elle est décédée, ça s'est un peu dissous. T'sais, on est encore une famille très unie, mais on n'a plus ce côté, on les conserve au mois de septembre, on l'a perdu un peu. Mais avec moi, j'essaie de faire revenir ces traditions-là. Et alors, du coup, ta grand-mère, c'est quoi le plat qu'elle cuisinait que tu préférais Elle était bonne pour des pâtes fraîches. Elle faisait des cavatelli en quantité industrielle. Elle faisait aussi de la minestra. La minestra, c'est toutes ces verdures qui poussent dans le jardin. La bétacarde, des fois il y avait de l'ortie. L'ortie qui est une mauvaise herbe pour la plupart des gens, elle est très très délicieuse. Elle plantait de la bourrache et là on mangeait des soupes de bourrache. Fait elle prenait toutes ces verdures-là et elle les faisait cuire pendant des heures avec des morceaux de lardon dedans, tu sais, de la pancetta qu'elle faisait elle-même, des morceaux de prosciutto qu'elle faisait elle-même. Puis c'était juste des légumes verts très 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 cuits. Mais il développe une saveur avec l'huile d'olive, avec le gras du porc, avec le sel. C'est mémorable, c'est elle. Elle faisait pousser ses fèves aussi, qu'elle écossait, qu'elle faisait sécher au soleil, à Montréal-Nord, hein, faisait sécher au soleil, ensuite elle cuisait dans ces verdures-là. C'est des saveurs que, plus jeune, je détestais et maintenant, j'adore, j'en reviens pas. C'est tellement bon. Ça goûte la vraie cuisine paysanne, tu sais, avec peu de choses. Tu disais quoi à ta grand-mère quand elle faisait ça? Tu disais, oh non, encore les légumes verts. Moi, je suis le premier, je suis son premier petit-fils. Et donc, elle faisait toujours quelque chose que j'aimais, juste pour moi. C'était quoi? Moi, c'est du lapin ou de la caille. Ah, sérieux? Ah ouais. Tellement particulier? Ah ouais. Mais souvent, c'était des lapins qui traînaient dans la cour. Et puis, on mangeait du lapin ou de la caille. C'est toujours de la même manière. Ma grand-mère, elle avait tendance, puis j'ai adopté un peu cette technique-là parce que je trouve ça quand même intéressant. Elle avait tendance à faire bouillir la viande juste quelques secondes avant de la cuire parce que ça la désinfecte, ça la nettoie. C'est vraiment à l'ancienne, tu sais. Donc, elle prenait les cailles, elle les faisait bouillir juste 7 secondes. Tu sais, puis il y a une écume qui sort, il y a une écume qui monte des impuretés de la viande, whatever. Puis après, elle les faisait mijoter dans du vin blanc, de l'oignon, un peu de romarin, that's it. Ah, c'était tellement bon. Un jour, moi j'aimais la caille depuis toujours. J'ai toujours aimé la caille. Et puis, j'en mangeais, j'avais peut-être 2 ans. Mais s'il y a des petits os, et je mangeais trop vite parce que j'aimais trop ça. Moi, je suis quelqu'un qui ne goûte pas ce que je mange. Quand j'aime ça, je me gave. Manger. Et là, je m'étouffe sur le petit os, le wishbone. Ah bah c'est l'os qui tire. Moi j'appelais ça l'os qui tire en l'os France. Qui tire. Parce que c'est un jeu pour les enfants. Oui, c'est ça. Celui qui a la plus grande moitié, il fait un vœu ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Je me suis étouffé sur ça, mais c'est minuscule. Tu sais, je pense qu'un adulte, peut-être qu'il ne s'étoufferait pas, mais un enfant, oui. Et là, je suis à table, puis je m'étouffais, j'avais 2 ans, puis mes parents, qui sont un peu dédaigneux, les deux, mes parents sont dédaigneux. Ils ne veulent pas voir de sang, puis ils ne veulent pas voir quelqu'un s'étouffer. Là. Ils paniquaient. Mon père, il dit, OK, on appelle l'ambulance. Ma grand-mère a dit, l'ambulance, il ne va pas se rendre à l'hôpital, voyons donc. Elle me prend, elle m'ouvre la bouche, elle met ses doigts dans ma gorge, elle retire l'os et dit, regarde, c'est juste ça. Mon père, il a failli s'évanouir. Ma mère, elle est en train de pleurer. Et à ce qui paraît, moi, j'étais juste comme, ça va, c'est beau, c'est correct. Merci, grand-maman, c'est beau, faites-vous-en pas. Tu sais, je voyais mes parents stressés, puis je disais, non, c'est beau. Avec quel âge? J'avais peut-être 2 ans. 2 ans? Oui. Oh, le stress de tes parents. Ah, mes parents, je ne sais pas comment ils ont fait, là. Mais tu vois, j'ai été élevé avec ma grand-mère. Elle n'était pas stressée. Elle avait un fer à repasser. Et là, elle disait, touche pas. Mais moi, je voulais toucher. Elle dit, touche pas, tu vas te brûler. Elle dit, non, je veux toucher. Elle dit, bon, vas-y, touche. J'ai mis ma main dessus, je me suis brûlé, complètement brûlé. Elle dit, bon, ça fait mal? Oui, ça fait mal. Elle dit, OK, c'est bon, on va prendre soin de toi maintenant. Elle m'a fait le bandage avec le polysporin et tout le kit. Wow, donc elle est plus de l'école, apprends par toi-même. Ah oui, je t'ai dit de pas toucher parce que c'est chaud. Si tu veux toucher, puis tu te brûles, mais c'est ton problème. Mais go, voyons, mais ça fait mal, hein? Ah ouais, elle était comme ça. C'était rough, là, mais j'aime ça. Mes pauvres enfants, un jour, maximum, on va avoir des enfants, j'espère, bientôt. Ils vont vivre la même
la même belle enfance que moi, je pense. Essayer, en tout cas. Et est-ce qu'elle te faisait participer un peu dans la cuisine? Tout le temps. Parce que tu parlais de pâtes, c'est hyper social. Tout le temps. Trucs. Elle était couturière à la maison. Donc, elle recevait des poches de fabrique, puis elle devrait transformer ça en vêtements. Mais par contre, durant son temps libre, elle faisait souvent des pâtes. Elle s'accumulait des pâtes pour la semaine d'après ou whatever. Puis ma grand-mère, elle me disait le genre de choses, là, t'es ici, tu vas te rendre utile, aide-moi à faire la pâte. Fait que là, elle m'assoyait à côté d'elle, puis elle dit, go, regarde, je te montre. Tire. Puis je faisais des pâtes. Plus fort, plus long, puis c'était pas, ma grand-mère, elle était très, c'est comme ça. Même à 2 ans, si c'était pas bien fait, elle me corrigeait. C'était pas le « Oh, bravo, t'as fait tes pâtes, mon petit Lucas, c'est tellement beau ce que tu fais. » Non, c'est comme « Non, wow, attends. Comme ça. OK, c'est bon. » J'étais devenu bon. J'ai une petite usine de pâtes à la maison. Là. Déjà de la rigueur avant même l'expérience du Tokyo. Ouais. Ah, c'est vrai. Ma grand-mère était tough, mais elle était pleine d'amour. Ah ouais, elle était pleine d'amour. Ah, ouais. Elle faisait des bonnes boulettes de viande aussi. Ah oui, j'ai appris le secret avec elle. C'est de mettre presque autant de pain en volume que de viande. Quand tu fais des boulettes de viande et tu mets beaucoup de pain réhydraté dans le lait, ça vient un truc, c'est soyeux, c'est moelleux. Cuisinait tellement bien, ma grand-mère. Ah ouais. Si tu devais résumer ton enfance, t'étais plutôt... C'était très, très turbulent, je pense. Ouais. Turbulent, mais avec une discipline italienne très, très main de fer. C'est quoi décris-moi un peu cette mentalité italienne de main de fer. C'est mes règlements, c'est moi. Quand tu es chez moi, tu fais comme moi, puis je sais pas comment la décrire. J'avais juste peur de me faire casser la gueule, mais je le faisais quand même, tu sais. Puis je me faisais casser la gueule, tu sais. Mon père était tough avec moi. Mon père était tellement tough avec moi que quand ils ont eu mon frère, ils ont dit « Oh non, là, on peut pas répéter la même chose, on a exagéré avec Lucan. » Tu sais, c'était solide, là. Et à part la bouffe de ta grand-mère, qu'est-ce que tu aimais manger? Du Subway. C'est dégueulasse. 12 pouces avec steak haché et beaucoup de sauce sud-ouest. Bon, ça c'était côté canadien, là. Ouais. Ça, c'était bon, là. Si tes parents ou si ta grand-mère apprenaient que tu mangeais du Subway, c'était chill? Ma grand-mère, là, je vais divulguer un secret, là. Elle a un truc qui me... Je me rends compte qu'on est tous... on n'est pas imperméable à la modernisation. Ah! Ma grand-mère, en Italie, elle fait des artichauts farcis. C'est ses artichauts, c'est la bonne viande hachée, c'est tout ça. Mais son ingrédient secret, c'est des tranches de fromage Kraft. Et là, un jour, on la voit faire, puis elle dit « Dis-le à personne, là, je viens de le dire. » Elle a dit « Dis-le à personne, mais j'ai un ingrédient secret. » Et là, je me dis « Ah, wow, qu'est-ce que ça va être, tu sais? Ça va être un fruit qui pousse dans le ciel ou ça va être... OK? » Elle dit « Va dans le frigo, c'est là. » C'est pas ça. Elle dit, oui, okay, j'en mets 2. Mais elle en met, ça sert à rien. Elle appelle ça des sortilettes. C'est du fromage dégueulasse, là. Tu sais, c'est même pas du fromage, c'est juste un dérivé du pétrole, je pense. Elle a dit, c'est l'ingrédient secret. Fait que je pense qu'il y a personne qui peut me juger pour un sandwich 12 pouces, là. C'est clair. Il y a des trucs que tu détestais quand tu étais enfant? Oui, ce qu'on va manger aujourd'hui. Pour vrai? Oui, je détestais. Ça me faisait peur. Moi et mon frère, on est un peu traumatisés par ce qu'on va manger aujourd'hui. OK. Ah ouais, c'est très, très cool. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais si tu pouvais lui parler aujourd'hui? Je pense que je dirais passe plus de temps avec ta grand-mère. Parce que elle est morte jeune, ma grand-mère. Puis avoir su, il y a les 3 ou 4 dernières années de sa vie où là, j'étais à fond carrière, où on se voyait moins souvent. Puis je pense que c'était la personne avec qui je m'entendais le mieux et j'aurais pu passer un tout petit peu plus de temps avec, c'est tout. Sinon, j'ai eu une belle enfance, puis... Elle savait que tu te dirigeais vers ce milieu de la cuisine? Oui, mais j'étais en début de carrière, mais j'ai beaucoup plus en commun avec elle aujourd'hui que je pensais. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Si elle était vivante aujourd'hui, je l'aurais obligée de venir vivre avec nous parce que on est trop similaires. Je pense que je suis une extension d'elle forcément parce que j'ai été élevé par elle, mais parce que c'est juste comme ça. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé du restaurant Moccione? Elle aurait dit que ça coûte trop cher de venir manger ici. Dans chaque épisode de La Bouche Pleine,
le chef invité doit cuisiner un plat qui a marqué son enfance. J'avais demandé à Lucas de ne pas cuisiner des pâtes fraîches, car beaucoup ont déjà proposé ce genre de plat d'enfance. Il m'a donc réservé une surprise vraiment spéciale. Je vais nous préparer des pâtes de poulet en sauce. Des pieds de poulet, avec les griffes, avec... ouais. Waouh. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, dans ton enfance, ça? Quand on était plus jeune, on mangeait chez ma grand-mère 2 fois semaine. Puis à peu près 1 fois par mois, elle se faisait plaisir. Elle faisait toujours plaisir aux autres. Mais 1 fois par mois, elle se faisait vraiment plaisir. Puis elle faisait des pieds de poulet, des pâtes. C'est pour ça qu'avant, j'ai dit, j'ai pas fait des pâtes, j'ai fait des pâtes. Des pâtes de poulet en sauce. Il n'y a personne qui aimait ça. Personne. Mon grand-père, ma mère, mon père. Moi et mon frère, ça nous hantait dans nos cauchemars. Parce que c'est vraiment... C'est des griffes de dinosaures. Tu le visualises, là, tu le vois, là, et c'est littéralement là. Ah ouais. Et toi, t'aimais pas ça non plus? Il n'y a personne qui aimait ça. Et elle se faisait plaisir? Elle se faisait plaisir. Elle dit, moi, 1 fois de temps en temps, je m'en fais, je m'en fous. Puis elle accumulait des pâtes de poulet au fur et à mesure parce que tu sais, t'abats une poule, tu jettes rien. Tu sais. Avant, elle achetait des animaux vivants. Elle voulait tout garder. Elle s'en mettait au congélateur. Puis quand il y en avait assez pour se faire une belle portion, elle mettait ça dans la sauce. Elle nous servait quand même la sauce avec des pâtes. Tu sais, la sauce est bonne. Mais les pâtes, elle était seule à les manger. Puis on la regardait tous comme, mais t'es un animal, comment tu fais pour manger ça? Avec les griffes dessus, c'est tellement beau. Et quand est-ce que tu as redécouvert ce plat-là et que tu t'es dit, ah, finalement, j'aime ça? Il y a peut-être 4-5 ans, quand j'ai compris pourquoi elle aimait ça. Parce que c'est gélatineux, c'est collagéneux, c'est savoureux. Ça donne une belle profondeur à ta sauce. C'est collant. Tu manges et ça te colle. Tu vas voir. Bon, alors tu vas me montrer comment tu as fait pour les cuisiner. C'est quoi les étapes? C'est bon. Montre-moi ça. Tout d'abord, il faut aller dans une boucherie asiatique parce que je pense que c'est les seuls. C'est ce que j'allais te dire. Où est-ce que tu as trouvé tes... À chaque fois qu'on en achète, on nous regarde comme « Quoi, toi, personne blanche, t'achètes des pieds de poulet? » Et puis c'est vraiment ça. Oh my God! OK. Hein? Tu vois, il y a plein de viande là-dessus. Ben, plein. Tout ça ici, là. Fait que tu les achètes, ils sont déjà propres. Ils sont déjà propres entre guillemets. Après, ce qu'on fait, c'est la manière que moi, je vais juste répéter ce que j'ai vu faire, ce que je me souviens que ma grand-mère faisait. On les met dans de l'eau salée, comme une saumure si on veut, pendant au moins une nuit, vraiment pour continuer à les laver. Tu sais, le sel, il tue un peu ce qui reste dessus. Puis après, on va juste les mettre à bouillir. Comme je te disais plus tôt, c'est tout. Juste comme ça. En attendant, on peut commencer la sauce. Donc c'est une sauce tomate? C'est une sauce tomate. Oui, c'est une sauce tomate. Donc c'est la même sauce que tu pourrais faire pour... Mais en fait, cette sauce-là, elle est délicieuse avec des pâtes. Délicieuse, délicieuse. Et puis c'est important qu'on utilise des tomates faites maison, en conserve, d'il y a des années, il y a 10 ans, qu'on n'est même plus sûr si c'est encore bon. Mais vu que c'est homemade, c'est bon. C'était très important pour ma grand-mère de jamais utiliser des machines électriques. Elle faisait tout à la main. Alors, on n'utilisait pas le zinzin qu'on appelle. C'était toujours broyé comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'elle le voulait. Hein? C'est comme je t'ai dit, c'est mon éducation, c'est ça. Ça me rappelle les dimanches. Je vais m'arrêter là. Oignon. On met tout l'oignon dans la casserole, l'oignon qu'on a haché vraiment très très finement, et on le met à feu doux avec une quantité généreuse d'huile d'olive. Puis on met aussi du sel au début parce qu'on ne veut pas de coloration justement, on veut vraiment que ça confit. En mettant du sel au début, ça fait cracher un peu l'eau. Le sel, il dégorge, ça fait cracher un peu l'eau qu'il y a dans les oignons et ça les aide à ne pas coller, à ne pas brûler si on veut. Aussi, vu que c'est des pâtes de poulet et que c'est gras, que c'est collagéneux,
il faut mettre beaucoup de piment. Donc là, tu incorpores ta sauce tomate Là, on met vraiment la tomate qu'on avait broyée. que tu avais broyée à la main. On met ça là-dedans. Puis tu vois la belle quantité d'huile qu'il y a déjà? Ouais. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est un signe d'une bonne sauce. Puis en plus, l'huile, elle absorbe le goût de la tomate. Là, elle est pleine d'oignons. C'est délicieux. Et maintenant, aussitôt qu'on voit la sauce faire un petit bloup, une petite ébullition, on peut y mettre les pâtes de poulet. Puis on laisse cuire doucement, doucement, doucement. Ça prend à peu près 30-40 minutes, je te dirais. Un feu tout doux. J'ai préparé d'avance parce que je voulais pas te faire attendre trop longtemps. Puis tu vois déjà la couleur de la sauce, elle est plus foncée. Right? Ouais. Ça, c'est la viande qui a cuit. Je vais dresser ça comme ma grand-mère, elle aurait aimé le manger. 3. C'est le nombre préféré de tous les Italiens. Parce que l'église, ça fait tang, dang, dang. Et là, ça recommence tang, dang, dang. C'est poétique, hein? Vraiment. Et tu rajoutes par-dessus, 2 fromages évidemment. et plus de piment fort. Et voilà, c'est la recette que seulement ma grand-mère aimait. Incroyable. C'est l'heure de la dégustation. Je te fais un plat? Je veux bien goûter, mais je veux pas que tu fasses un plat juste pour moi. Non, mais je vais me régaler. Comment ça se mange alors? Alors, la meilleure manière, c'est de plier, premièrement, c'est de se salir les mains. C'est de replier un peu les doigts, parce qu'ici, il y a un gros chunk de viande. Ici. C'est là que ça se passe en fait. Ah, putain que c'est bon. Quand on était jeunes, ça nous écœurait. Wow. T'es sûr que t'en veux pas? Je vais goûter. Écoute, je vais prendre une petite assiette pour pas en foutre partout là, puis. Trop bizarre. Regarde. Ta sauce est bonne par exemple. Tu le commanderais pas au resto. Pas grand chose à bouffer en fait. Patience. Ah. Ah oui, si tu prends ton temps. Et ça, t'aimerais ça à terme le mettre à la carte? Oui, mais je pense que je rêve en couleur. Surtout qu'il faut imposer la saleté extrême aux clients. C'est sûr que ça se mange pas très bien. Merci énormément à Lucas et Maxime pour leur temps et leur confiance pour ce 11e épisode de La Bouche Pleine. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de l'émission, @La Bouche Pleine Podcast. Cette émission est indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi que sur les médias sociaux. Identité sonore par Clément Leduc et Gabriel Gagnon, identité visuelle de Tirsa. Merci 1000 fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef.